La gorge, ça va mieux? Oui, nickel. Bon. J'ai dormi cette nuit, donc... Ah oui, ça fait du bien. Alors, Bigot, Bigot, Moléra, Moléra, très bien. Bien. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, je vous propose de désigner Édouard Jourdan comme secrétaire de séance et je l'invite à faire l'appel des membres présents. Merci, monsieur le maire. Monsieur Gérard Lara. Présent. Madame Isabelle Cheza. Monsieur Lélis Blasquez. Madame Monique Denux. Monsieur Yazid Laredj. Madame Magali Bardou. Monsieur Placide Arias. Madame Annie Doutre. Monsieur Jean-Louis Besse. Madame Liliane Godefroy. Monsieur Arnaud Albarel. Madame Mario de Montussac. Monsieur Lucien Flamand. Madame Annie Barthès. Madame Marie-Christine Mignot. Madame Geneviève Pichard. Madame Marie-Christine Bernard. Monsieur Jean-Bernard Audier. Monsieur Claude Zorzetto. Monsieur Didier Cambon. Monsieur Robert Lebas. Madame Anne Quintilla Mandegris. Monsieur Jean-Pierre Lessina. Madame Laurence Gasque. Madame Delphine Giovannetti. Monsieur Philippe Marty. Madame Florence Blanc. Monsieur Julien Oudane. Monsieur David Bustos. Madame Élodie Létao. Madame Émilie Trier. Monsieur Édouard Jourdan présent. Monsieur Daniel Lichet. Monsieur Jean-Claude Belmas. Madame Tamara Rivel. Monsieur Michel Moléra. Madame Ingrid Julien. Madame Naïma Boutaleb. Monsieur Xavier Bigot. Madame Morgane Laroux. Madame Dominique Kering. Monsieur Jean-Luc Dutu. Monsieur Edgar Montagnier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jourdan. Il me revient de vous faire approuver le procès-verbal de notre séance du 29 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur sa rédaction et sur son contenu? Pas d'observation adoptée. Il me revient également de vous faire approuver la liste des affaires qui ont été traitées dans le cadre de l'article 21, 22, 22 des mois de juillet, août, septembre et octobre. Est-ce que vous avez des explications à demander? Pas d'explications, donc approuvé. Alors, l'ordre du jour comporte un conseil municipal qui a composé de 15 affaires, mais surtout, il y a 4 questions écrites. Une émanant du groupe citoyen écologique et social par M. Bigot, situation au sein de la police municipale. Une autre relevant de la compétence de M. Montagnier qui poserait une question sur le pôle alcoolique. Rassemblant quelques personnes également, la même M. Montagnier, pardon, parlera de la culture à Carcassonne, le coût du théâtre municipal et du festival. Et la dernière question sera une question également de M. Montagnier relative à l'insécurité de la Bastide et la police municipale. Une motion déposée par le groupe citoyen écologique social coût des énergies pour nos collectivités. Bon, nous aborderons après l'examen des dossiers la motion en premier lieu, puisqu'il n'y a pas de débat. Donc on la fera approuver ou pas approuver. Et ensuite, nous écouterons les questions et les élus compétents répondront aux élus qui auront posé les questions. Alors, le premier dossier inscrit lors du jour est un dossier d'urbanisme qui relève de l'exposé de Mme Cheza, qui est la convention de partenariat entre la ville de Carcassonne et Enedis dans le cadre du programme Cœur de Ville. Mme Cheza. Monsieur le maire, merci. Oui, il s'agit effectivement d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec Enedis. Donc la transition énergétique constitue un enjeu sociétal majeur qui bouleversera à terme nombre de nos habitudes. Ces mutations qui progressivement s'inscrivent dans notre quotidien doivent devenir fréquentes et concrètes dans l'action publique locale. Et c'est dans cet esprit donc que la ville de Carcassonne est en recherche d'actions directes ou de partenariats susceptibles de répondre à ces enjeux. D'où la proposition donc, de signature d'une convention de partenariat avec Enedis
pour une durée de 3 ans, dans le cadre donc du programme Cœur de Ville, dont 5 axes sont proposés dans le cadre de cette convention. Tout d'abord, l'amélioration de l'habitat en vue d'une meilleure maîtrise de l'énergie. Deuxième axe principal, développement de l'accessibilité et de la mobilité. Troisième axe, favoriser un développement économique et commercial équilibré. Cinquième axe, faire l'accès aux équipements et services publics. Et dernier axe, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Voilà donc la finalité de cette convention. Et donc il est proposé bien évidemment de l'accepter et d'autoriser Monsieur le maire à la signer avec Enedis. Bien, il n'y a pas d'intervenant. Par conséquent, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adapté. Je tiens à vous dire qu'allant au Salon des maires la semaine prochaine, je signerai la convention au Salon des maires publiquement sur le plateau d'Enedis avec Enedis le 22 novembre. Voilà, ça c'est pour l'information générale. Pour les finances, Monsieur Blasquez. Merci, Monsieur le maire. Alors pour les finances, nous avons 3 dossiers, un petit peu plus, mais concernant des décisions modificatives, il y en a 3. La première décision modificative s'adresse au budget principal. Alors, en fonctionnement, le budget primitif a été augmenté de 20 546 € en dépenses et également en recettes, puisque, comme vous le savez, un budget se doit d'être équilibré. Nous avons donc constaté en opération réelle en dépenses moins 204 454 € et en recettes 20 546 000 €. Nous l'avons équilibré grâce aux opérations d'ordre, notamment sur les dépenses imprévues de 225 000 €. Et au total, comme vous le voyez, les dépenses s'élèvent à 20 546. On a Louis Fine, on entend. 20 546 € pour les dépenses et 20 546 € pour les recettes de fonctionnement. Pour la partie investissement, le budget est augmenté de 499 828 € en dépenses et en recettes. Les dépenses se sont élevées à 499 828,90 € pour la partie dépenses et pour la partie recettes, 274 828,90 €. Nous avons donc équilibré pour la partie recette 225 000 € que vous avez vu en fonctionnement. Et nous avons donc équilibré le budget d'investissement à 499 828,90 € en dépenses et en recettes. Le détail des opérations par chapitre a été transcrit sur le tableau qui était joint à la présente décision modificative, ainsi bien sûr que sur la maquette budgétaire de la décision modificative que je suppose tout le monde a bien reçue. Il est donc demandé au Conseil municipal d'adopter une seconde décision de modification du budget principal DM2. Bien, vous avez dans la page suivante le détail des dépenses et des recettes, mais sur ce dossier, nous avons un intervenant, la personne de M. Bigot. M. Bigot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Ce sera très court. Dans cette décision modificative, on voit qu'il y a une baisse des crédits pour le programme de voirie de 23 000 € sur la voirie. Donc ça veut dire que vous aviez peut-être estimé que vous aviez trop programmé et vous baissez du coup les crédits, mais au vu des besoins en matière de voirie sur la ville, même si je sais qu'on cherche à faire des économies vu le coût de l'énergie, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres économies que sur la voirie, parce qu'il y a quand même un gros besoin. La voirie est importante à Carcassonne, on le sait, mais il y a aussi des gros besoins d'entretien, de rénovation. Voilà, c'est tout, merci. Merci, M. Blasquez, vous voulez vous répondre, s'il vous plaît. Bien, M. Bigot, il s'agit, ces 23 000 € nous ont servi effectivement à équilibrer la décision modificative. Mais il ne s'agit pas du programme de voirie 2022 qui a été abaissé, simplement d'une récupération d'un montant budgétaire de 23 000 € qui était depuis 2019, qui avait été mis en retour
Un report, pardon. Et donc sur ce report, bon, on le faisait suivre chaque année. Et là, apparemment, l'opération qui a dû être annulée dans les années 2019-2020, bon, ben, ça s'est pas fait à ce moment-là. Et le service technique nous a demandé effectivement de l'annuler. Et on l'a utilisé, donc, puisqu'on l'avait encore dans les reports et donc dans le budget, on l'a utilisé pour pouvoir équilibrer la section d'investissement. Voilà. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres intervenants. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Pardon. Qui s'abstient? 2 abstentions. Dont le dossier est adopté. Dossier numéro 3, décision modificative du budget du stationnement. Voilà. Alors, concernant le budget du stationnement, en section d'exploitation ou de fonctionnement, comme vous voudrez, il s'agit du budget primitif qui est modifié sans évolution, bien sûr, de l'équilibre général. Alors, concernant les dépenses, nous avons 10 000 € qui sont reliés, je crois, aux charges de personnel. Et en recette, nous avons des opérations d'ordre en diminution de 10 000 €. Il s'agit, je crois, du virement à l'investissement. En section d'investissement, le budget est réduit de 10 000 € en dépenses et en recettes. Voilà, donc vous avez en dépenses 10 000 € et des opérations d'ordre également, au total 10 000 €. Donc vous avez un budget, une décision modificative là aussi qui est équilibrée. Et là encore, vous avez le détail des inscriptions et des transcriptions sur le document 6 juin, et ainsi que sur la maquette budgétaire de la décision modificative. Bien, merci Monsieur Blasquez. Il n'y a pas d'intervenant, donc nous allons passer directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dans le dossier est adopté. Dossier numéro 4, décision modificative de la cuisine centrale. Alors là, concernant le budget annexe de la cuisine centrale, concernant le fonctionnement, le budget primitif a été augmenté de 115 505 € en dépenses et en recettes. Alors, en opération réelle, vous avez sur les dépenses 116 296 € donc pour les dépenses, et 115 505 € pour les recettes qui ont été équilibrées par des dépenses d'ordre sur les dépenses. Je crois qu'il s'agit des amortissements, d'un rectificatif sur les amortissements de 791 €, ce qui nous donne donc un équilibre sur le fonctionnement de 115 000 € pour les dépenses et de 115 000 € pour les recettes. Pour la partie investissement, comme on l'a pris sur les investissements, vous avez en opération réelle 791 € en dépenses et 791 en recettes pour les opérations d'ordre. Bien, merci Monsieur Blasquez. Monsieur Bigot intervient. Merci Monsieur le maire. Donc, dans la décision modificative, on voit qu'il y a le poste alimentation qui augmente fortement, 70 000 €. On sait que le coût des denrées alimentaires connaît une inflation importante pour des raisons logiques et pour d'autres raisons un peu plus spéculatives. Et donc j'ai quelques remarques par rapport à cette augmentation. En premier lieu sur les choix qui ont été faits suite à cette augmentation et la méthode. Je l'ai dit à Madame Denux, il a été fait le choix de ne plus proposer un aliment systématiquement dans les menus des enfants, soit, mais aucune information n'a été donnée aux parents d'élèves. Donc les parents d'élèves l'ont su par des discussions entre deux portes. Donc je pense que la décision étant effective depuis plus d'un mois, on pourrait quand même informer les parents d'élèves qu'il y a un aliment qui est supprimé des menus des enfants. Je pense que ça ne coûte rien de le faire. Je pense que ce couac méritait d'être réparé. Ça éviterait que les gens soient en colère parce qu'en apprenant les informations un peu comme ça. Et je suis moi-même parent d'élève et on n'apprécie pas d'avoir ce genre de four entre deux portes. Ensuite, concernant le prix de la restauration scolaire, alors certes, je sais qu'ils n'ont pas augmenté depuis plusieurs années, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager de mettre en place un tarif social au vu de la période actuelle? Il y a quand même des personnes très précaires qui ont des difficultés. Souvent, le repas à l'école, ça permet à des enfants d'avoir un bon repas au moins dans la journée. Beaucoup de communes le font, c'est des tarifs en dessous d'1 € autour de 50 centimes. Donc est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'à Carcassonne, il y ait une tarification sociale qui serait en plus adaptée, je pense, à une partie de la population qui vit dans notre ville. Et ensuite, plus globalement sur cette inflation des denrées alimentaires,
Est-ce qu'on pourrait avoir le détail, alors je l'ai demandé, est-ce qu'on pourrait avoir le détail précisément du type d'aliment qui augmente, parce qu'on a un peu de tout dans cette augmentation qui touche l'ensemble des communes. On sait qu'on a 10% en moyenne sur la dernière année d'inflation des prix alimentaires, mais on a une inflation et une variation qui n'est pas très homogène, parce qu'il y a ce qu'on importe, donc qui connaît une inflation forte suite à la guerre en Ukraine. Il y a aussi les fournisseurs, les grandes plateformes de distribution qui se font un peu plaisir aussi sur certaines augmentations. Enfin, dans certaines communes, on sait que 15 à 25% de la hausse des tarifs n'est pas justifiée, n'est pas expliquée concrètement par les fournisseurs. Donc il y a un effet d'aubaine aussi. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les collectivités, les communes qui ont fait le choix d'une véritable relocalisation, une démarche de territoire, qui ont mis en œuvre des initiatives pour développer les filières, souffrent moins de cette augmentation. Donc j'espère que la cuisine centrale, et je sais que certains élus portent ce projet, aimeraient que ça aboutisse, la cuisine centrale se dotera d'une légumerie, parce qu'il n'y a pas de légumerie aujourd'hui en cuisine centrale. Donc une légumerie, ça permet de recevoir plus facilement les fruits, les légumes, surtout des producteurs locaux, et de les cuisiner, etc. Ça n'existe pas pour l'instant à la cuisine centrale. Je sais que certains élus aimeraient que ça existe, donc j'espère que ça aboutira. J'espère aussi que la ville n'abandonnera pas le projet de maraîchage qui est prévu, puisqu'on peut, avec une régie ou agricole, on peut aussi plus facilement alimenter les cantines et moins subir l'effet sur les prix. Voilà, donc j'espère que cette crise servira aussi à créer des opportunités et à mettre en place une véritable politique alimentaire sur Carcassonne, pour les cantines scolaires et pas que. Merci. Merci. Madame Denuc, voulez-vous répondre, s'il vous plaît? Oui, je vais répondre à Monsieur Bigot. Alors, effectivement, Monsieur Bigot, vous le savez, nous le savons tous, que depuis le mois de juillet, nous faisons face à une inflation galopante des prix des denrées alimentaires, mais aussi celle des autres fournitures, comme les emballages, les barquettes, les énergies, les carburants, tous ces matériels nécessaires au bon fonctionnement de la cuisine centrale. Alors, effectivement, deux solutions s'offraient à nous pour affronter ces diverses augmentations qui sont près de 10% pour tout ce qui a trait à l'alimentaire et autant, si ce n'est plus, pour les autres fournitures. En ce qui concerne les denrées alimentaires, l'augmentation concerne tous les domaines, que cela soit les fruits, les légumes, le bio, les viandes et tous les produits d'épicerie également. Alors, les deux solutions, la première, c'était la plus simple. C'était celle de répercuter cette hausse sur le tarif des repas des enfants en impactant le pouvoir d'achat des familles, déjà bien mis à mal. C'est cette solution qu'ont choisi de très nombreuses communes. Cela n'a pas été notre choix. Nous n'avons pas voulu mettre une pression supplémentaire sur le budget des familles. Et vous l'avez rappelé, Monsieur Bigot, en effet, cela fait 11 ans que la tarification cantine n'a pas été augmentée. Ce qui aujourd'hui devient un véritable défi dans ce contexte économique difficile. Il est donc proposé cette décision modificative du budget annexe de la cuisine centrale pour absorber le surcoût de ces hausses. Pour autant, nous nous devons de repenser la production et la composition des menus en étant plus vertueux, en agissant contre le gaspillage et en modifiant ce que l'on met dans l'assiette. Nous surveillons de très près, tous les jours, la consommation faite dans les restaurants scolaires. Et nous constatons que les enfants ne consomment pas forcément tout ce que nous leur proposons. Ce constat nous a amenés à réagir afin de lutter contre ce gaspillage en repensant l'intégralité de la composition d'un repas. Pour reprendre la réponse que je vous ai faite il y a quelques jours de là, lorsque vous m'avez interrogé sur les laitages et notamment le fromage, je vous ai répondu qu'il n'y avait pas de suppression de produits laitiers. Le fromage, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du fromage,
Cet aliment n'est pas vraiment proposé comme une composante du menu aujourd'hui, mais il se retrouve intégré différemment dans les entrées, les plats chauds ou les desserts. Quant à l'équilibre alimentaire qui vous portait souci, vous le savez, Monsieur Bigot, il ne se fait pas sur un seul repas, mais sur l'ensemble des repas de la journée, voire de la semaine ou encore du mois. Et je peux vous assurer que les équipes de la cuisine centrale restent vigilantes pour garantir une bonne qualité des produits, un bon équilibre alimentaire avec une variété de produits, en s'attachant bien sûr à la saisonnalité, et toujours, ce qui n'est pas le cas de très nombreuses communes, toujours en respectant la loi Egalim et les exigences du GEM-RCN. Alors, dans cette conjoncture économique et financière tendue pour les foyers, tendue pour les collectivités, nous enregistrons une hausse significative des inscriptions dans nos restaurants scolaires. C'est dire que notre décision de reconsidérer les composantes du menu, de ne pas augmenter la tarification par l'effort considérable de la ville qui prend à sa charge la hausse des prix, cela permet à de nombreuses familles un accès à la restauration scolaire. Pour cela, nos services de la direction de l'éducation et du CIAS travaillent conjointement dans nos missions respectives de service public dans l'intérêt général et dans un esprit d'entraide pour trouver des solutions afin de répondre aujourd'hui favorablement aux familles dont les demandes sont actuellement sur liste d'attente. Voilà ce que je peux vous répondre, Monsieur Bigot. Bien, merci Madame Denuc, c'est très clair. C'est très clair. Alors vous savez les parents, je vais vous dire une chose. Les parents, ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus, mais non, les parents, on le voit très bien dans les conseils d'école, ils en veulent toujours plus. Les écoles sont particulièrement gâtées à Carcassonne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection académique. Effectivement, lorsque nous faisons tous les ans les visites après à la rentrée, les inspecteurs, les nouveaux, sont sidérés par la qualité exceptionnelle des écoles de la ville. Et je tiens à féliciter non seulement la ville, mes prédécesseurs et autres, car ça fait des années, mais également Madame Denuc, qui tient la distance dans ce domaine. En ce qui concerne des réclamations relatives à la cantine, j'aimerais bien que beaucoup de communes de France fassent comme Carcassonne. C'est-à-dire ne répercutent pas la hausse des prix sur le prix des repas. Car là, nous faisons une œuvre non seulement pour alimenter et permettre aux enfants d'avoir des repas, mais nous faisons également une œuvre sociale de prévention de la pauvreté. J'étais avant-hier aux assises de la pauvreté. Je peux vous dire que la pauvreté n'est pas celle que l'on croit. La pauvreté se situe à différents niveaux. Et nous, la ville, c'est la ville qui absorbe. C'est le budget qui absorbe les dépenses supplémentaires que nous faisons à cause précisément de l'augmentation du coût, non pas de la vie, mais des matières premières alimentaires. Et la situation est telle à Carcassonne, est tellement positive, que je reçois quotidiennement des demandes de communes suburbaines pour que l'on puisse faire bénéficier les enfants de leurs écoles, de nos menus et de nos livraisons de repas. Car les parents qui, eux, vont être serrés dans quelques temps, ce n'est pas aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en février, en mars, avril, vont être serrés financièrement. Les parents, là, voient un moyen, dès lors qu'on a arrêté un principe intangible de non-augmentation du coût des repas, voilà un moyen d'alléger leur situation financière. Et si nous pouvons le faire, je tiens à le dire ici,
nous le ferons. Mais j'aime bien être bien précis en ce qui concerne les chiffres. Vous savez que le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un filet de sécurité financière. Et nous avons fait une demande. En 2022, depuis la rentrée, je vais vous dire ce que nous coûte en supplément la cuisine centrale. Augmentation des dépenses d'énergie, 15 760,97. Augmentation des dépenses d'alimentation, 83 587,16. Je ne parle pas de dépenses de personnel qui sont directement liées à l'augmentation du point d'indice qui représente 153 000 euros. Donc, lorsque la ville de Carcassonne propose des repas de remarquable qualité à des enfants que nous confient les parents pour ce qui concerne le déjeuner, lorsque la ville de Carcassonne décide de ne pas augmenter, malgré l'augmentation des matières premières, le coût de ces repas, je dois dire qu'il faut que les parents d'élèves, là, ceux qui se manifestent, pas ceux qui nous demandent que l'on prenne en charge leurs enfants, y compris dans les communes suburbaines, je voudrais qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils comprennent que l'on fait le maximum. Il y en a assez de ces égoïsmes. Maintenant, on n'est plus à la période de l'égoïsme. On est à la période du partage des difficultés. Et les collectivités locales sont là pour partager et assumer une part de difficulté. Alors vous direz aux gens qui vous ont mandaté, M. Bigot, que la ville de Carcassonne fait le maximum, fait tout ce qu'il faut, mais qu'il y en a assez de ces revendications qui ne sont pas fondées, alors que la ville fait le maximum pour assurer l'intégrité des repas des enfants qui nous sont confiés, et elle continuera. Donc si tout le monde dans notre pays, toutes les collectivités faisaient ce que fait la ville de Carcassonne, eh bien écoutez, je pense que vous n'auriez pas à poser cette question. Voilà ce que j'avais à vous répondre en ce qui me concerne. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Nous passons au dossier suivant. Monsieur Blasquez, attribution de compensation, révision du montant. Alors, il s'agit de l'attribution de compensation et de la révision du montant. Le pacte financier et fiscal adopté par la communauté d'agglomération le 10 décembre 2021 prévoit un transfert de fiscalité entre les communes membres et la communauté d'agglomération. Les pertes de fiscalité en foncier bâti et en foncier non bâti sont donc compensées à partir de 2022 par une augmentation de l'attribution de compensation. Les attributions de compensation provisoires qui ont été proposées à la commission locale d'évaluation des charges transférées, à la CLEC, le 17 décembre 2021, ont été calculées à partir des bases fiscales qui étaient celles de 2021. L'attribution de compensation supplémentaire ressort à 10 957 911 euros, compte tenu de l'attribution de compensation existante qui était de 7 644 487,70 euros, l'attribution de compensation serait de 18 602 398,70 euros. Les bases définitives de 2022 à partir des rôles généraux du foncier bâti et du foncier non bâti sont aujourd'hui connues. Il a donc été décidé d'une attribution de compensation définitive pour l'année 2022 qui est de 18 863 470 et voilà, dont le conseil municipal est invité à prendre acte du nouveau montant de l'attribution de compensation afin que le conseil communautaire puisse en décider lors de son prochain conseil. Voilà, donc la compensation pour 2022 est totale. Parfait, M. Blasquez, il n'y a pas d'inscrits, donc nous allons passer au vote. Nous sommes ravis de cette légère augmentation. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Dossier numéro 6. Alors, le dernier dossier concernant les subventions sont des subventions attribuées aux associations Cœur de Carcassonne et Festival Sine Qua Non pour la subvention de fonctionnement de 3 000 euros à l'association des Cœurs de Carcassonne et une subvention de 1 000 euros pour l'association Jonction pour l'organisation de la 2e édition du festival Sine Qua Non.
Bon, il n'y a pas d'inscrit sur ce dossier, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le dossier est adopté. Nous passons au dossier Toury. Madame Bardou. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit tout simplement d'une demande de renouvellement de classement de l'Office municipal de tourisme en catégorie 1. Cette catégorisation a été obtenue le 13 décembre 2017. Nous arrivons donc à terme. Le comité de direction s'étant prononcé pour le renouvellement, il nous appartient aujourd'hui de solliciter un tel classement auprès de Monsieur le préfet. Je précise pour mes collègues qui n'ont pas l'habitude de ce type de dossier que le classement en catégorie 1 permet d'accéder au classement station de tourisme, ce qui reconnaît un accueil d'excellence, sachant que les critères qui sont évalués au moment de l'audit qui a lieu tous les 5 ans sont basés plus sur les services rendus aux touristes que sur la gouvernance interne de la structure. Et nous sommes ravis avec ma collègue élu au tourisme, Laurence Gasque, de vous dire que suite au rapport d'audit, nous avons obtenu un résultat qualité tourisme de 93,2%. C'est tout. C'est parfait. C'est plus que mention très bien, ça. Parfait. Bon, il n'y a pas d'inscrit sur le dossier, donc nous allons voter qui est contre, qui s'abstient dans le dossier est adopté. Monsieur Bess, dossier culture. Alors, le premier dossier, donc, c'est le débat d'orientation budgétaire du budget annexe à venir du théâtre municipal. Nous avons, le 12 avril dernier, adopté le principe de la création d'un budget annexe du théâtre municipal sous la forme d'un service public administratif sans autonomie financière ni personnalité morale, assujetti à la TVA et dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable M14. Donc, le premier budget annexe du théâtre municipal sera voté au cours du mois de décembre 2022 donc et portera sur l'année 2023. Il convient donc d'organiser le débat d'orientation budgétaire préalablement au vote de ce budget. Le budget annexe du théâtre municipal retracera donc les activités du théâtre, évidemment Jean Alary et de l'auditorium Chapelle des Jésuites, avec les spectacles d'art vivant proposés par acquisition auprès de producteurs, comme cela se fait évidemment déjà, par le biais de contrats de cession ou en co-réalisation, comme cela se fait aussi également dans le cadre des saisons du théâtre municipal. La saison 2022-2023, et comme chaque année d'octobre à juin, elle comporte 43 spectacles. Vous aviez certainement remarqué que la saison précédente portait sur plus de 60 spectacles, dû au fait que la pandémie avait un peu bousculé les créations et les spectacles donnés avec un certain nombre de reports. Donc nous revenons à partir donc, de cette saison sur un étiage de 43, aux alentours de 43 spectacles, dont 4 spectacles spécifiques jeunes publics. Pour, j'allais dire, accompagner cette réflexion et cette prospective sur 2023, il vous est proposé, il vous a été communiqué, donc des éléments d'appréciation financière qui portent sur les 6 dernières années. On aurait pu remonter beaucoup plus loin. En fait, depuis de nombreuses années, le coût du service donc, de la culture au niveau du théâtre est aux alentours de 1 million d'euros. Pour 2022, il sera vraisemblablement de 1,3 million. Vous avez vu que dans le débat d'orientation budgétaire qui vous est proposé, on estime qu'à partir de 2023, l'équilibre dépenses-recettes sera aux alentours de 1,4 million hors taxes, avec une subvention d'équilibre de 1 million d'euros. En investissement, les dépenses et recettes seront équilibrées pour 100 000 euros. Le document budgétaire primitif intégrera des durées d'amortissement dont je vous fais grâce, puisque ce sont les durées d'amortissement du budget principal et du budget annexe du pôle culturel. Vous avez le nombre d'agents équivalents temps plein pour information. Les intermittents du spectacle sont, comme à l'habitude, mobilisés en tant que de besoin pour permettre l'organisation non seulement des spectacles dans les bonnes conditions, et ainsi que les récupérations des agents qui dépassent les horaires journaliers. Il vous est donc proposé de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire du budget annexe du théâtre municipal, en attendant au mois de décembre le vote du budget. Merci, M. Bess. Il n'y a pas d'intervenant sur ce dossier qui est pourtant important. Donc, nous allons passer directement au vote. Il y a la question de M. Bigot. Mais je sais, de M. Montagnier. De M. Montagnier. Non, c'est là que c'est M. Montagnier. C'est sur le... Ah bon. Il n'y a pas de vote.
Il n'y a pas de vote. Dossier suivant. Oui, c'est vrai. Donc, il s'agit du Festival international du film politique 2023, avec la proposition d'un contrat de co-réalisation avec mise à disposition gratuite de plusieurs lieux réceptifs de la ville. Vous connaissez cette manifestation qui sera organisée pour la 5e année consécutive et qui est organisée par l'association Regard Caméra. Il s'agit de la présentation pendant 5 jours d'une sélection de films internationaux. La ville donc consolidera sa participation en étant à nouveau partenaire de cet événement et en réalisant un contrat de co-réalisation. Dans ce cadre, la ville met à disposition de l'association des lieux pour permettre la projection donc, de ces films, lieux municipaux d'une part, mais pour information, ce qui n'est pas indiqué, le cinéma Le Colisée, donc CGR Le Colisée, met aussi à disposition le cinéma Le Colisée pour la tenue de ces projections. Le soutien logistique, donc, dans le cadre de la co-réalisation, donc support de la ville, est estimé à 80 000 euros. Pour mémoire, la précédente édition a été valorisée à 82 901,40 euros. L'association s'est engagée, comme d'habitude, à assurer la visibilité du soutien de la ville. Il vous sera demandé non seulement d'autoriser la convention de co-réalisation, mais aussi de proposer le versement d'une subvention spécifique, comme l'an dernier, de 10 000 euros en 2 parties, 5 000 euros avant le festival et 5 000 euros après le festival. Évidemment, ces crédits sont disponibles au budget principal 2022. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer et exécuter les actes à intervenir et d'attribuer une subvention de 10 000 euros à l'association Regard Caméra. Bien, merci Monsieur Bess. Un dossier également intéressant. Enfin, chaque année, nous l'examinons. Et nous avons beaucoup de succès également dans ce festival international des films politiques, mais il n'y a pas d'inscrits, par conséquent nous passons directement au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc le dossier est adopté. Dossier numéro 10. Il s'agit de la mise à disposition gracieuse à titre exceptionnel de l'auditorium Chapelle des Jésuites au profit de 2 associations, l'association cultuelle Église protestante unie de Carcassonne et la Société d'études scientifiques de l'Aude. La première, donc, concernant l'organisation d'un concert d'une chorale dirigée par Colline Serrault le samedi 26 novembre 2022. La deuxième, il s'agit de la CESA, que tout le monde connaît bien évidemment, pour la programmation de leur conférence de janvier à juin. Donc, le fait, pour clarifier, pour éclaircir, le fait que l'on passe cette délibération au conseil municipal depuis l'ouverture de l'Odéum, vous savez que les associations sont fléchées sur l'Odéum pour une occupation gratuite, les autres salles étant payantes. Quand la ville considère que la manifestation proposée est d'un intérêt général et qu'elle ne peut pas se tenir à l'Odéon comme ces deux manifestations, elle vous propose donc d'adopter le principe de recours à ces mises à disposition gracieuses et exceptionnelles et il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer et exécuter les actes à intervenir. Bien, merci beaucoup. Il y a une intervention de Monsieur Molera. Oui, Monsieur le maire, merci. Monsieur Bess. Donc, ce sera une demande simplement d'information. Il est précisé au niveau de cette mise à gratuite, dans toutefois les contraintes logistiques de cette salle, de voir, il y a une condition, c'est enlever tout caractère lucratif. Or, il est précisé concernant la demande de cette association protestante qui vont faire un concert avec Colline Serrault. Alors la question est de savoir si c'est à titre gratuit ou à titre onéreux. Voilà. Puisque ça rentrerait, sinon ça rentrerait dans le cadre. Voilà. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, la demande qui a été faite à Monsieur le maire par la présidente donc, de l'association cultuelle Église protestante unie de Carcassonne mentionne donc que le concert, il ne retirera aucun bénéfice de ce concert et que la chorale fera donc une participation aux frais, autrement dit entrée gratuite, ce qu'on appelle à la culture au chapeau. Donc, on considère que l'entrée n'est pas payante et que c'est donc un concert gratuit. D'accord. Merci pour les précisions. Bien, merci. Nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Dans le dossier est adopté. Monsieur Bess, dossier numéro 11. Alors, il s'agit de la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour la mise en place d'une collecte de dons au profit de la restauration de l'église Saint-Vincent. Madame Barthès ne prendra pas part au vote.
alors qu'elle est en charge du patrimoine, en délégation du patrimoine, pour la simple et bonne raison qu'elle est aussi membre de la Fondation du patrimoine et qu'à ce titre, elle ne peut pas être juge et partie. On me demande que Mme Barthès se retire. On vous retrouve tout à l'heure, Mme Barthès. Donc, comme vous le savez, l'église de Saint-Vincent fait l'objet de travaux conséquents. La première tranche a été terminée. Je crois de mémoire, nous étions à 1,9 million d'euros, si ma mémoire n'est pas défaillante. Et donc nous attaquons la deuxième tranche, qui est aux alentours de 2 millions d'euros. Et donc, non seulement nous avons sollicité des subventions auprès des collectivités locales et de l'État par le biais de la DRAC, dont certaines ont été votées et accordées, mais nous sollicitons aussi le mécénat et la générosité publique, puisque c'est le patrimoine de tous et que Carcassonnais ou touristes peuvent être sensibles à ces travaux qui sont non seulement lourds, coûteux et qui s'inscriront dans le temps. Et donc nous espérons que cet appel à générosité trouvera un écho favorable de manière à pouvoir non seulement alléger les finances de la ville, mais pouvoir se permettre aussi de se projeter dans le temps, puisque nous sommes loin d'avoir terminé ces tranches. Et donc, il vous est proposé, comme pour la première tranche, de passer par la Fondation du patrimoine, qui est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux, dons qui sont affectés aux travaux de l'église Saint-Vincent, qui ne sont pas dans un pot commun, bien évidemment, et la Fondation du patrimoine, pour ses frais de gestion, prélève sur les dons des frais de gestion évalués à 6%. La durée de la convention est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de la signature, et il vous est donc demandé d'approuver le principe de la souscription publique par le biais de la Fondation du patrimoine pour le financement de la deuxième tranche du projet de gestion de l'église Saint-Vincent et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de souscription avec la dite fondation. Bien, merci beaucoup sur ce dossier. Il n'y a pas d'intervention, donc nous allons passer directement au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Dans le dossier est adopté. Nous pouvons demander à Mme Barthès de revenir en séance. Et nous passons au dossier de ressources humaines. Mme Godefroy. Merci, Monsieur le maire. Donc, procédure de recensement de la population 2023. Le recensement de la population se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2023 inclus. Les communes ont en charge les opérations de collecte du recensement annuel de la population sous l'autorité de l'INSEE, imposant de facto le recrutement d'agents recenseurs ainsi que leur rémunération. Le recensement annuel d'un échantillon de 8% a pour but principal objectif la production d'informations plus fiables et récentes, permettant d'adapter les infrastructures et les équipements aux besoins des administrés. Cette année, pour la ville de Carcassonne, l'enquête concernera 1087 adresses, soit 2470 logements qui seront à recenser sur les 21 îlots regroupés pour l'information statistique de la ville. La ville de Carcassonne désignera par arrêté un coordonnateur principal et 2 coordonnateurs adjoints parmi les employés municipaux afin d'assurer la mission de contrôle et de suivi du travail des agents recenseurs ainsi que l'exactitude des états de rémunération. La ville de Carcassonne souhaite donc confier cette tâche à 16 agents recenseurs, 12 plus 4 suppléants, qui devront suivre la formation obligatoire, 2 jours et demi de formation recensée par l'INSEE programmée avant et après la tournée de reconnaissance. Leur prise de fonction débutera dès le premier jour de formation. Le recrutement de 4 suppléants s'explique par le fait de pouvoir faire face d'éventuelles indisponibilités et événements fortuits. L'agent recenseur remplaçant ne pourra prétendre à percevoir une rémunération qu'en cas de remplacement effectif. Le recensement sera mené en priorité par des agents dits vacataires, mais il pourra être également fait appel à des agents de la ville via un appel à candidature interne. Ce recours a pour objectif de pallier éventuellement à des empêchements ou désistements de la part des agents vacataires. Les temps de service seraient effectués en dehors des plannings habituels des agents volontaires et dans la limite des prescriptions minimales réglementaires du temps de travail. Pour information, la dotation forfaitaire de recensement de l'INSEE pour 2023 s'élèvera à 9 136 €. Donc,
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12 du budget principal. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à recruter des agents recenseurs selon les conditions supra-énoncées et d'autoriser le maire à signer et exécuter les documents y afférents. Bien, merci Madame Godefroy. Nous espérons que les personnes que nous allons recruter feront le travail comme il convient, parce que dans les recensements, nous avions été alertés par l'INSEE que il y a tout quelques n'était pas fait soucis. comme il fallait. Ce qui explique pourquoi les résultats ne sont pas ce que nous espérions. Voilà, enfin, quand ils seront dévoilés. Bien, donc il n'y a pas d'intervenant sur le dossier et nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le dossier est adopté. Dossier numéro 13. Modification des conditions de recrutement d'un poste permanent existant. C'est un dossier récurrent qui passe régulièrement. En matière de recrutement, les postes permanents doivent être pourvus par des personnes titulaires de la fonction publique. Toutefois, le Code général de la fonction publique autorise le recrutement d'agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Le contrat est conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction express, sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, si le contrat est reconduit, il ne pourra l'être que pour une durée indéterminée, suivant le Code général de la fonction publique. Aussi, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires s'agissant de domaines requérant des compétences spécifiques, il convient, conformément au Code général de la fonction publique, de définir la nature des fonctions et de déterminer le niveau de recrutement et de rémunération du poste actuellement vacant. Ce poste, c'est le responsable de la commande publique, directrice ou directeur adjoint. Le motif, c'est le poste vacant suite à mobilité. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à recruter, le cas échéant, un agent contractuel selon les conditions supra-énoncées, d'autoriser le maire à signer et à exécuter tous les documents y afférents. Bien, merci Madame Godefroy. Il y a l'intervention de Monsieur Mollera. Monsieur Mollera. Monsieur le maire, oui, très simplement. Donc ce nouveau recrutement est dû au départ de Madame Laverne pour Toulouse, à l'ENA, dont on lui souhaite toute la réussite possible à Toulouse. Et simplement, c'était pour préciser, pour savoir un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas faire appel justement aux compétences des agents de la mairie, justement pour pallier à ce départ important, qui est un service, le service marché public, c'est un dossier important. Ce marché est compliqué, vous le voyez, parce que vous assistez à la commission d'appel d'offres. C'est extrêmement compliqué. Alors, la règle, c'est qu'on privilégie le recrutement interne. Mais si le recrutement interne n'a pas la possibilité de la faire, on fait appel à la candidature, ça va sans dire. Bon, Madame Laverne nous quitte, nous le regrettons beaucoup. Vous avez vu les compétences de Madame Laverne dans le domaine des marchés, sa maîtrise, sa souplesse d'esprit, etc. Donc on regrette beaucoup. Et c'est Monsieur le directeur des finances publiques, Monsieur Prachanet, qui va être ennuyé pendant quelque temps, le temps que l'on recrute. Alors si sur le plan interne, nous avons ce qu'il faut, nous recruterons en interne. Mais ça, c'est pour moi, je n'ai pas la compétence. Et sinon, on fera un appel à la candidature. Voilà la réponse que je peux vous faire. Bien, après l'intervention de M. Mollera, nous allons passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, dossier adopté. Avant-dernier dossier, environnement, M. Albarel. Oui, monsieur le maire, merci. Donc, il s'agit de renouveler par voie d'appel d'offres ouvert notre marché pour la fourniture de l'ensemble des végétaux de la ville et du paillage. Ce marché qui est décomposé en 10 lots, donc prendra effet à partir du 1er janvier 2023. Il pourra être reconduit 2 fois, donc sans qu'il puisse excéder le 31 décembre 2026. Donc la CAO qui s'est réunie donc, le 18 octobre a décidé d'attribuer le lot 1 et le lot 2 à la société Fanfel-Gossens. Le lot numéro 3, le lot Chrysanthème, pour des montants situés entre 1 000 et 10 000 euros, a été attribué à la société Plan d'Anjou. Le lot numéro 4, pour les bulbes, un montant annuel de 1 000 euros, à la société CEDPH. Le lot numéro 5, pour un montant compris entre 5 000 et 50 000 euros, aux jardineries du Midi, c'est-à-dire Villa Verdé. Le lot numéro 6, semences de gazon prairie pour un montant entre 1 000 et 20 000 euros maximum à la société Sauvert. Le lot numéro 7, arbres,
pour des montants compris entre 5 et 50 000 euros aux pépinières Daniel Soupe. Le lot numéro 8, sapin de Noël, pour des montants compris entre 1 500 et 12 500 à la société Tridome. Le lot numéro 9, paillage bois, pour des montants compris entre 1 000 et 10 000 euros à la société Ecovert. Et le lot numéro 10, paillage minéral, s'est révélé donc infructueux. Et nous avons décidé de ne pas relancer ce lot. L'achat de ces matériaux pourrait se faire donc par réalisation de bons de commande. Voilà. Merci. Madame Julien est inscrite. Madame Julien. Oui, bonjour. Question, est-ce que pour ce marché, il y a eu le souci de demander des matériaux moins gourmands en eau, donc des plantes de type méditerranéenne, voilà, moins gourmandes en eau, puisqu'on connaît notre problématique en eau. Est-ce qu'il y a aussi des critères sociaux? Voilà, il y a certains pépiniéristes qui fonctionnent beaucoup en entreprise d'insertion sociale. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu aussi ces soucis-là et aussi voilà, aussi des plans bio, parce que quand même les pépiniéristes c'est assez peu connu, mais sont très consommateurs de produits issus de la pétrochimie. Voilà. Donc, question. Oui, bien sûr. Bon, après, nous sommes soumis, bien sûr, au contrôle de légalité et aux règles des marchés d'appel d'offres. Mais bien évidemment, déjà, même sur le précédent marché, c'est des marchés de 3 ans, nous travaillons déjà, bien sûr, pour... quand nous préparons les marchés, nous avons une palette végétale qui est préparée par les services des serres municipales de la ville et qui a une large palette végétale, mais qui est constituée pour une très grande partie de végétaux, de plantes, d'arbres, d'essences méditerranéennes, puisque nous savons que nous allons rencontrer de plus en plus de difficultés pour arroser, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, puisque la ville souffre d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'arrosage depuis le 14 juillet, et il est toujours en cours. C'est la raison pour laquelle les espaces verts sont un petit peu fatigués, j'allais dire, parce que on respecte la loi et nous n'arrosons pas. Donc, effectivement, nous avons des essences, nous avons travaillé plusieurs espaces déjà depuis le début du mandat. Nous avons requalifié de nombreux espaces verts, des ronds-points, on pourrait parler de celui de la Prade. Ici, à l'image, vous avez la problématique de l'eau qui est gérée par la mise en place d'OYA, qui sont ces jarres de terre cuite qui vont permettre de diffuser tout à fait lentement la quantité d'eau nécessaire et juste nécessaire à la terre. C'est la terre qui va utiliser cette réserve d'eau. Donc nous sommes déjà dans une démarche très vertueuse, responsable, soucieux de la préservation de la ressource en eau. Voilà, vous avez là un exemple sur le carrefour des Pyrénées, c'est-à-dire c'est le carrefour qui est route de Limoux au niveau des pompiers, où nous avons des essences méditerranéennes. Et l'ensemble des espaces verts sera petit à petit retravaillé et effectivement pour avoir des espaces qui supporteront mieux cette sécheresse et qui respecteront davantage donc la ressource en eau et donc les économies d'eau aussi que nous devons faire. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dans le dossier est adopté. Dernier dossier, Madame Pichard, la retraite au flambeau. Oui, Monsieur le maire, merci. Donc le Téléthon 2022, la marche au flambeau, qui aura lieu le 3 décembre, le samedi. Chaque année, la ville de Carcassonne organise le Téléthon en collaboration avec l'AFM. Afin de mobiliser un large public, la municipalité s'appuie sur les associations locales pour animer en décembre diverses actions sur son territoire. Pour l'édition Téléthon 2022, la ville apporte son soutien à l'organisation de cette action de plusieurs manières: coordination des réunions de préparation, prise d'arrêté, logistique, éléments de communication et achat des flambeaux. J'y reviendrai. La descente aux flambeaux depuis la cité de Carcassonne jusqu'à la Bastide est l'une des actions phares de cet événement qui peut rassembler près de 1500 personnes. L'association Rotary Bastide contribuera, comme les autres années, à la réussite de cette manifestation en mobilisant ses bénévoles. Il conviendrait pour cela de signer une convention de partenariat entre le Rotary Bastide et la ville de Carcassonne. Donc la ville achète les flambeaux, 600 bâtons lumineux en mousse et 1000 torches pour un montant de 2 860 €, somme inscrite sur la ligne susnommée. Le Rotary Bastide, quant à lui, s'engage à vendre ses flambeaux et à reverser le produit de cette vente à l'AFM Téléthon. Il est par conséquent demandé au conseil municipal d'autoriser l'organisation de cette manifestation et d'autoriser monsieur le maire à signer et exécuter la convention de partenariat.
Merci, Madame Pichard. Bon, nous attendons avec impatience la retraite au flambeau et la descente. Bien, il n'y a pas d'inscrit sur ce dossier, donc nous passons directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Bon, maintenant nous rentrons dans les questions écrites et dans la motion. Comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, nous allons demander à M. Belmas de nous lire la motion et ensuite nous voterons ou nous ne la voterons pas. Voilà. C'est bon, ça marche tout seul. Chut. Au président de la République et Je vous demande de parler plus fort. Madame la Première ministre, je crois que c'est effectivement, ça peut être très transpartisan. On a vu au long des dossiers que les collectivités, et notamment la commune, c'était le premier bouclier, je dirais, à tous les niveaux donc, de la République. Voilà. On est aujourd'hui, nous sommes impactés, et c'est vrai qu'à un moment donné, le bâti municipal, c'est le premier bâti de l'Hexagone, je dirais, au-delà de l'État, des régions et des départements même. Et donc on est fortement impacté, on le voit au travers des budgets. C'est la raison pour laquelle donc, je vous propose que nous faisions donc, une motion à l'adresse du président et de la Première ministre sur le coût de l'énergie pour nos collectivités. Alors donc, nous traversons actuellement une crise dont il est impossible de prévoir quand elle prendra fin. La guerre en Ukraine, le dérèglement climatique engendre une forte inflation du coût des denrées, des matières premières et de l'énergie. Inflation amplifiée par ceux qui spéculent afin de profiter de cette crise mondiale. Il y a les profiteurs de guerre et les profiteurs de la crise. Ainsi, nous allons assister à cette augmentation pour l'ensemble de la population des prix du gaz et de l'électricité. D'ailleurs, des choses à venir pour l'année prochaine sur le gaz, dès le mois de janvier 2023, qui même, si elle est limitée par la mise en place d'un bouclier tarifaire à 15%, pour les particuliers et les entreprises de moins de 10 salariés, et un chiffre d'affaires maximum de 2 millions d'euros, est intenable et injuste. Les collectivités locales, quant à elles, ne bénéficient qu'inégalement de ce bouclier tarifaire. En effet, seules les très petites collectivités de moins de 10 employés, ce n'est pas le cas de Carcassonne, et qui atteignent au maximum 2 millions d'euros de recettes, sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz sur le même modèle que les entreprises. Depuis plusieurs mois, des communes comme la nôtre sont frappées, au même titre que les particuliers et les entreprises, par la hausse exponentielle des prix de l'énergie. Pour faire face à cette hausse, des décisions difficiles sont à prendre. Réduction de l'offre de services à certains endroits, décalage de certains projets d'investissement, puisque ce qu'on met dans le fonctionnement, eh bien, ça se répercute effectivement sur l'investissement. Et pour faire face efficacement à cette situation provoquée en grande partie par la spéculation, il faut bien le voir, boursière, nous vous demandons, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, alors premièrement, d'élargir le bouclier tarifaire dans un premier temps à l'ensemble des collectivités territoriales afin de leur permettre de bénéficier du tarif réglementé pour ne pas être soumises à ce fameux marché spéculatif, de bloquer le tarif réglementé de l'électricité et du gaz. Troisièmement, de reconnaître l'électricité et le gaz comme des biens de première nécessité. On voit qu'effectivement, ça dépasse toutes les choses partisanes, c'est au vu au de tout le monde. De lancer une véritable transition énergétique, donc, afin de moins dépendre des énergies fossiles. Et à terme, de sortir le gaz et l'électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production d'EDF. Puisqu'aujourd'hui, on met EDF et d'autres en concurrence, alors que ceux qui vendent à petit prix la matière première, c'est un peu comme si vous montiez sur, et puis de le donner enfin aux concurrents, c'est un peu comme si vous montiez sur un ring avec une main attachée derrière le dos, quoi. Donc c'est une concurrence libre et faussée, voilà. Donc si vous voulez bien mettre cette motion au vote. Bien, merci Monsieur Belmas. Alors, il n'y a pas de discussion, bien sûr. Donc, vous avez écouté la motion de M. Belmas. Il souhaite que le bouclier soit étendu, non pas aux petites communes, mais aux grandes communes, notamment. Entre autres choses, donc, on ne peut qu'acquiescer à cette proposition. Bon, le bouclier tarifaire a été proposé par le gouvernement. Nous avons déposé nous-mêmes notre propre dossier. Il y a trois critères qui sont définis
Nous verrons le troisième critère au deuxième semestre 2023, mais sur les deux premiers critères, nous sommes donc éligibles et nous avons présenté par conséquent une réclamation compte tenu, il faut que vous le sachiez quand même, mes chers collègues, des dépenses supplémentaires que nous avons réalisées en 2023 et qui s'élèvent à la somme globale de 1 965 000 €. C'est quand même extrêmement important. Je vous ai indiqué tout à l'heure au niveau de la cuisine centrale, mais au niveau de la ville, c'est également extrêmement important puisque nous avons en augmentation de dépenses énergie environ 627 000 €, en augmentation de dépenses d'alimentation pour la ville, hein, pas trop, mais en augmentation de dépenses de frais de personnel, 1 176 000 €. Donc c'est extrêmement important. Et comme vous l'avez dit fort justement, ça va générer quelques problèmes dans la gestion de la masse budgétaire que nous aurons à injecter, soit dans le fonctionnement, soit dans l'investissement. Et obligatoirement, nous devons tenir compte de ces situations. Et très honnêtement, si on pouvait avoir une latitude absolue en ce qui concerne les grandes collectivités, nous en serions particulièrement heureux. Voilà donc mon point de vue. Maintenant, nous allons voter cette motion qui est contre, qui s'abstient. Donc la motion, M. Elmas, est adoptée à l'unanimité. Voilà. Merci pour la commune et nos communes. C'est une grande première. Hein. Ah. Vous la notez. 17 novembre. Ça créera un précédent. Bon, non, maintenant... Regardez. Il y a Attendez, un des c'est responsables une grande première. Vous savez, les gens sont un peu égoïstes. Je vois effectivement l'intérêt que l'on peut retirer de décisions qui peuvent éventuellement... qui demande qu'on indexe aussi. Nous avons 4 questions écrites. Sur l'inflation. Voilà. Alors, si vous le permettez, nous allons traiter la question qui est relative à la police municipale, à la sécurité, ensemble. Nous allons demander à M. Bigot de faire la lecture de sa question écrite, ainsi qu'à M. Montagnier de faire la lecture de sa question écrite. On ne va pas faire 2 fois le débat. Et on demandera à M. Arias de répondre. Donc, M. Bigot, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Bon, je me doute qu'on ne sera pas sur le même ton au niveau de la question entre moi et M. Montagnier. Sur la police, la question, c'est assez simple. On sait que le directeur de la tranquillité publique, un nouveau directeur est en cours de recrutement puisqu'il y a une offre qui est parue. Donc il y a à nouveau un départ à peine 1 an et quelques mois après l'arrivée. Donc ça, c'est assez inquiétant. On reproduit là en fait un énième épisode en fait des difficultés au sein de la police municipale. Les effectifs annoncés ne correspondent pas clairement à la réalité du terrain, avec beaucoup d'absences, notamment pour des arrêts maladie et autres. Donc on a une présence, je pense, d'à peine un quart des effectifs sur le terrain, avec des manques criants le week-end ou sur des fins de journée. Je sais que certaines commerçantes, notamment, aimeraient une présence humaine un peu plus importante dans les rues le soir lorsqu'elles quittent leur travail pour être un peu plus rassurées. J'avais déjà eu l'occasion de le dire lors d'un conseil municipal, donc je le redis. Donc l'humain est fondamental en matière de prévention et de sécurité publique. Vous indiquiez que la police municipale est un service particulier pour vous. Et là, je vous avoue me dire que, heureusement que c'est un service particulier, parce que si ce n'était pas un service particulier, je ne sais pas comment ce serait traité. Donc là, il manque des effectifs, le directeur s'en va une nouvelle fois. Donc nous, au niveau du groupe Carcassonne citoyenne écologique et sociale, on appelle de nouveau un meilleur fonctionnement de la police municipale, un fonctionnement qui s'installe, qui dure avec des effectifs présents, puisque la sécurité publique a besoin de marcher sur 2 pieds. Hein. Il y a effectivement la sanction lorsqu'elle est nécessaire et adaptée, et aussi la prévention. La prévention, elle passe par des moyens humains importants. Cette prévention peut être assurée par des agents de prévention, mais aussi par les agents de police municipale, qui doivent être totalement impliqués aussi dans cette mission. Je pense que même ce serait même intéressant et peut-être plus valorisant pour eux aussi d'être sur cette logique de prévention. Donc j'espère que la police municipale va mieux fonctionner, qu'il y aura plus de présence dans les rues pour assurer aussi une partie de la population. Mais bien sûr, je redis ce que je dis souvent, vous le dites aussi, après la police municipale n'a pas vocation non plus à se substituer à des missions de la police nationale dans certaines situations. Merci. Merci. Monsieur Montagnier, à vous la parole. Merci. C'est étonnant que M. Bigot aborde l'insécurité, mais c'est bien. Ce volet
Ce volet ressources humaines tombe très bien. Je veux ici parler de sécurité, bien sûr. Je suis très souvent interpellé par les commerçants de la Bastide sur le manque flagrant de policiers municipaux dans les rues de Carcassonne et l'absence de la police nationale en centre-ville. En effet, la délinquance est repartie en flèche ces derniers temps, surtout rue piétonne, vol à l'étalage récurrent, mendicité abusive, squat devant les vitrines, violence en tout genre, trafic de drogue, etc. D'après ce que j'ai lu cette semaine dans une revue hebdomadaire nationale, la sécurité n'est pas pour vous un sujet. Monsieur le maire, c'est un sujet pour les Carcassonnais et ses commerçants. J'ai lu d'ailleurs aujourd'hui le journal Le Parisien qui a sorti un palmarès des villes de plus de 20 000 habitants d'Occitanie, les plus sûres. Bon, Carcassonne, sur 273 communes, finit 241e. Parenthèse fermée. Monsieur le maire, où en êtes-vous au sujet de recrutement de nouveaux directeurs de la police municipale? Où en êtes-vous au sujet du manque d'effectifs d'agents de terrain? Monsieur le maire, quand sortirons-nous des villes où le nombre de cambriolages est permis le plus élevé de France, dont article qui est apparu dans un journal dont vous avez vous-même appris lire lors du précédent conseil municipal? Et monsieur le maire, que comptez-vous faire pour améliorer ce service qui est gangréné par les arrêts maladie? Merci. Bien, nous allons demander à M. Arias de vous répondre, qui est depuis 2 ans en charge de la sécurité publique. Depuis un an, pardon. Depuis un an. Merci, monsieur le maire. D'abord, je suis quelque peu surpris de voir la sémantique employée par M. Bigot et puis par M. Montagnier qui se rejoignent. C'est bizarre, enfin, peu importe. Ceci dit, je vais vous répondre à M. Bigot, point par point. Je vais répondre point par point à vos interrogations. Concernant le départ du directeur de la police municipale. Alors, effectivement, M. Belen, pour des raisons qui lui sont propres et que je n'ai pas à commenter ici, a décidé de postuler pour la police municipale d'Avignon. Il sera affecté dans ses nouvelles fonctions début décembre et je lui adresse, au nom de l'ensemble du conseil municipal, mes souhaits de totale réussite dans ce nouveau poste et je le remercie pour le travail qu'il a effectué au sein de la police municipale de Carcassonne. Notre PM, ne vous en déplaise, M. Bigot, ne vous inquiétez pas, toujours. Notre PM va continuer à fonctionner le plus normalement du monde. Ces 2 adjoints particulièrement qualifiés, l'un sur le volet opérationnel et l'autre sur le volet administratif, assureront l'intérim en attente du recrutement d'un nouveau directeur qui devrait intervenir premier semestre 2023. À ce sujet, nous avons déjà, à l'heure actuelle, plusieurs candidats qui postulent. Concernant M. Bigot, les soi-disant arrêts maladie. Ne croyez pas, M. Bigot, à tout ce qui se dit dans une certaine presse, parfois tendancieuse, et probablement renseigné de façon erronée par certains membres de l'opposition qui essayent d'exister par la polémique. Lorsque vous parlez d'arrêt maladie au sein de la police municipale, il faut savoir de quoi l'on parle. Je vais vous répondre très clairement et en toute transparence. À ce jour, 17 novembre 2022, il y a un seul agent en arrêt de travail à la police municipale de Carcassonne, et cela pour cause de Covid. Pour être totalement transparent, nous avons actuellement 39 agents de police municipale. Un est détaché syndical à 50% environ de son activité. Un est malheureusement suspendu par mesure conservatoire suite à une affaire judiciaire en cours. 2 sont détachés dans d'autres services pour des raisons médicales en attente d'une réintégration imminente. 1 est en mi-temps thérapeutique suite à une blessure en service et en attente de reprise. Enfin, nous avons 7 agents IVP. Alors, les agents IVP, ce sont des agents interdits de voie publique. Il s'agit de policiers blessés principalement en service qui présentent des séquelles importantes, ne leur permettant plus d'être sur le terrain à l'heure actuelle. La totalité de ces 12 fonctionnaires absents, enfin, que vous qualifiez d'absents, ces 12 fonctionnaires sont actuellement en activité et non en arrêt de travail.
Vous indiquez dans votre question écrite, c'est vous qui le dites, que l'humain est fondamental. Eh bien, nous vous prouvons que nous sommes fondamentalement humains, puisque nous conservons ces agents dans la filière police municipale, en les affectant à des tâches plus administratives, mais ô combien utiles au fonctionnement du service. CSU, chef de poste, gestion des fourrières, gestion de l'habillement, gestion du budget, etc., etc. Ces policiers, du moins pour la plupart d'entre eux, ont vocation à revenir sur la voie publique dès que leur état de santé leur permettra. Concernant l'absence de PM le dimanche, je vous rappelle, M. Bigot, que nous avons une astreinte tous les dimanches et jours fériés, composée de 2 agents de police municipale ainsi que d'un cadre de police municipale. Ils peuvent intervenir 24 heures sur 24 pour tout problème sur la ville. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité de la population est une mission régalienne de l'État et que nous avons un commissariat de police qui a été particulièrement bien étoffé en matière d'effectifs dernièrement et qui est en capacité d'intervenir 24 heures sur 24 à tout appel 17. Concernant enfin votre dernière question sur la vidéosurveillance, vous semblez vous étonner que nous mettions, je vous cite, malheureusement, trop de moyens sur la vidéosurveillance. Moi, j'ai vu trop de moyens, monsieur. Allez, beaucoup de moyens sur la vidéosurveillance. Je veux bien, monsieur Bigot, pas de problème. Alors, sachez, monsieur Bigot, qu'il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive une demande supplémentaire de pose de caméras fixes ou mobiles sur la ville. Alors oui, je vous le dis très clairement, monsieur Bigot, en accord avec monsieur le maire et en fonction de nos moyens financiers et des aides de l'État, nous poursuivrons le développement de cet outil essentiel à la sécurité de nos concitoyens et qui permet, qui plus est, à la police nationale ou la gendarmerie, de résoudre les enquêtes. Voilà, monsieur Bigot, je pense vous avoir répondu très clairement. Bien, merci, monsieur Arias. Maintenant, vous répondez à monsieur Montagnier. Avec un grand plaisir, monsieur le Voilà. Alors, monsieur Montagnier, je vais naturellement répondre à vos interrogations, pour le moins empreintes de polémique et de contre-vérité. Alors, vous écrivez déjà être très souvent interpellé par les commerçants du centre-ville sur, je vous cite, le manque flagrant de PM sur ce secteur. Alors, personnellement, je suis quasiment en ville tous les jours et je n'ai pas eu l'occasion de vous y rencontrer très souvent. Voilà. Un commerçant qui a pignon sur rue, d'ailleurs, place Carnot, m'a même précisé dernièrement que la dernière fois qu'il vous avait aperçu, c'était il y a 2 ans, lors de la préparation de la campagne municipale. Depuis, il ne vous a pas revu. Ceci dit, le 3 novembre de cette année, il y a quelques jours, j'ai reçu en mairie une délégation de commerçants de la rue piétonne en compagnie de leurs représentants, du directeur de l'APM et du directeur départemental de la sécurité publique. Tous nous ont unanimement remerciés pour la présence constante et la réactivité de notre police municipale. Alors, effectivement, il y a beaucoup de marginaux ou de SDF en centre-ville, mais c'est malheureusement le cas de beaucoup de villes voisines. Pour ceux qui connaissent la place du Capitole à Toulouse ou la place de l'Œuf à Montpellier, allez voir, c'est encore pire. La priorité absolue de monsieur le maire est la paix et la tranquillité du centre-ville. Les SDF ou les marginaux ont un mode de vie certes différent, monsieur Montagnier, du vôtre et du mien, mais aucune loi ne peut les empêcher de circuler, sauf, bien entendu, lorsqu'ils se livrent à la mendicité agressive, lorsqu'ils sont sous influence de l'alcool ou accompagnés de chiens non tenus en laisse ou non muselés pour certains. Dans ces conditions-là, notre police municipale peut alors intervenir et les verbaliser, les mettre en IPM, ivresse publique et manifeste, et même parfois conduire les chiens en fourrière.
Dans les autres cas, eh bien, ils usent de diplomatie pour les inciter à quitter les lieux. Nous avons tous les jours, matin, soir et même la nuit, des patrouilles en centre-ville, soit à pied, à vélo ou en véhicule, dont le rôle essentiel est d'évacuer ces perturbateurs. Alors, concernant l'absence de police nationale que M. Bigot et vous-même avez cité dans ce secteur, il a été convenu lors de cette réunion dont je vous ai parlé tout à l'heure que désormais la police nationale serait présente tous les jours à 17 h et cela jusqu'à la fermeture des commerces. Concernant les trafics de drogue, alors l'APM participe de son mieux et interpelle souvent de petits dealers ou des consommateurs, mais vous comprendrez aisément que le démantèlement de ces réseaux incombe à la police nationale et plus particulièrement à la police judiciaire. Sachez que ces points de deal nous préoccupent le maire et nous préoccupent tous. Mais ils préoccupent également la préfecture et la procureure de la République. Nous avons déjà eu plusieurs réunions à ce sujet et je puis vous assurer que des investigations importantes sont en cours à l'heure actuelle et je pense que nous devrions avoir des résultats très prochainement. Concernant le recrutement du nouveau directeur de la police municipale, j'ai déjà répondu à M. Bigot, donc je ne vais pas recommencer. Concernant l'effectif sur le terrain de l'APM, j'ai également répondu à cette question à M. Bigot concernant les soi-disant malades. Je ne sais pas, monsieur Montagnier, qui vous renseigne au sein de la police municipale, mais sachez une chose, d'une part, le ou les personnes qui vous donnent des informations sont des informations erronées, d'autre part, vous faites prendre à ces policiers municipaux de très graves risques, puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, les policiers municipaux sont soumis au secret et à la réserve professionnelle, et qu'ils encourent de lourdes sanctions administratives s'ils sont identifiés. Seuls les syndicalistes mandatés sont autorisés à intervenir sur la presse, éventuellement. Alors je préciserai toutefois que M. le maire, particulièrement attentif à la sécurité des Carcassonnais, s'est engagé dans le cadre du CSI, le contrat de sécurité intégré, c'est un contrat signé avec la préfecture, à recruter 2 agents tous les ans durant les 5 ans à venir, ce qui portera l'effectif de l'APM à 50 environ à la fin du mandat. Si vous accédez au poste de maire, peut-être aux prochaines élections, vous aurez une police municipale très étoffée. Monsieur Montagnier, voilà. Alors, ceci dit, concernant la guerre intestine avec la police municipale, alors, je cite là, Dixit, la revue hebdomadaire nationale que vous avez citée dans votre question écrite et sur laquelle vous apparaissez bizarrement en photo sur une demi-page. Je m'inscris totalement en faux avec ce commentaire. Nous entretenons d'excellentes relations avec la police nationale, avec des réunions hebdomadaires. Nous abordons les problèmes d'actualité concernant la délinquance en temps réel. Nous effectuons des opérations de contrôle communes et nous abordons certaines questions confidentielles que je ne peux vous dévoiler ici. De plus, mensuellement, nous avons ce qu'on appelle un GPO, un groupe partenarial opérationnel qui réunit la police municipale, la police nationale, la préfecture, les bailleurs sociaux, les régies de quartier, etc., où nous ciblons des fléaux particuliers et mutualisons de façon massive nos effectifs pour éradiquer le problème. Enfin, concernant cette même revue qui titre « Carcassonne, peur sur la ville » et nous compare à un petit Marseille, alors en toute modestie, monsieur Montagnier, j'ai passé 15 ans à Marseille, dans le cadre de ma profession professionnelle, à pourchasser les malfrats, alors que vous étiez certainement encore en culotte courte et peut-être même pas encore né. Alors croyez-moi, sur parole, je puis vous assurer que Carcassonne n'a absolument rien à voir avec Marseille. Vous savez, monsieur Montagnier, il y en a qui parlent de sécurité et de délinquance, mais qui n'ont jamais vu, ni de près ni de loin, un voyou de leur vie.
Alors, ce n'est ni le cas de la police municipale, ni le mien d'ailleurs. Nous sommes certes encore perfectibles, mais nous faisons au mieux avec le peu de moyens juridiques que nous confère le Code de procédure pénale pour assurer au mieux la paix et la tranquillité de nos concitoyens. Et je tiens ici à féliciter et à remercier chacune et chacun de nos policiers municipaux pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur implication au quotidien. Bien, merci Monsieur Arias des explications que vous venez de donner. Je veux dire à nos deux interlocuteurs, si vous devez aspirer dans l'avenir à exercer des responsabilités, je vous donne un conseil. Prenez du recul, ne vous attachez pas comme vous le faites au ragot, aux propos complètement infondés qui vous sont rapportés, car partant de là, vous n'avez pas un jugement sain, et je dois dire que vos questions ne sont pas des questions saines, car elles ne correspondent absolument pas à la réalité. Si vous étiez sur le terrain, au lieu de vous contenter de lire certaines revues ou de regarder certaines tablettes, vous sauriez que les Carcassonnais plébiscitent, je dis bien le mot plébiscite, leur police municipale pour sa réactivité, sa présence continue, sa serviabilité et sa présence lorsque des difficultés se présentent. Tous nos commerçants qui sont membres de la population carcassonnaise, bien entendu, sont obligés de reconnaître la qualité du travail de la police municipale. Madame Cheza, Monsieur Albarel et d'autres font des réunions de quartier et me font des rapports le lendemain disant que la police municipale est vraiment le service public de la ville qui est reconnu comme étant extrêmement positif, ce qui est d'ailleurs le cas. Alors vous qui vous permettez l'un et l'autre, qui n'êtes pas sur le terrain, parce que, M. Montagnier, vous me visez à moi directement, ce n'est pas mon problème, la sécurité. Lorsque je suis allé sur un point de deal à Fleming, lorsque je suis allé sur un point de deal rue du 4 septembre, je ne vous ai pas vu à mes côtés. Je ne vous ai pas vu à mes côtés, vous ne seriez pas venu, parce qu'il faut avoir du courage, monsieur, pour y aller. Oui, vous allez. Vous en avez là quand vous faites des paroles. Mais très honnêtement, vous vous contentez de ragots, et de propos qui vous sont. Vous savez ce qu'on dit dans la Bible? Je vais la paraphraser. Il ne peut pas y avoir de brebis galeuses dans le troupeau du Père. On ne peut pas se fonder sur des ragots de personnes qui ont des comptes à rendre et des comptes surtout à faire à certains, soit élus, soit responsables de l'administration. Ça ne marche pas. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Alors, Monsieur Bigot, Monsieur Montagnier, dans toutes les villes, il y a des trottinettes qui circulent dans n'importe quel sens. Dans toutes les villes, il y a des gens qui se livrent à des incivilités. Dans toutes les villes, il y a de la délinquance. Dans tous les cœurs de ville, il y a des difficultés. Dans toutes les villes, il y a des quartiers compliqués qui ne sont pas à Carcassonne. Ceux qui sont inscrits à la politique de la ville, puisque un quartier, je ne le citerai pas, qui était difficultueux, est devenu maintenant un véritable village. Dans toutes les villes, c'est comme ça. Alors je vous invite, moi, comme l'a dit M. Arias il y a un instant, il a parlé de Montpellier, il a parlé de Toulouse, allez à Perpignan. J'y étais en début de semaine pour les obsèques d'un de nos anciens premiers adjoints. Allez à Perpignan. Allez à Béziers. Allez à Narbonne. Et vous verrez ce qu'il en est exactement, parce que moi je ne fais pas de politique. Vous verrez ce qu'il en est exactement. Et lorsque l'on revient ici à Carcassonne, on se dit, mon Dieu, mais qu'on est bien chez nous. Par rapport à ce qui se passe ailleurs,
à la dangerosité qui est inscrite dans tous les instants, à tous les endroits, dans ces villes. Alors, je le dis ici parce que je suis un peu amer, non pas pour moi, c'est pas moi, pour nos policiers municipaux. Nos policiers municipaux qui font un travail remarquable et que vous mettez par vos questions légitimes, vous les estimez en tout cas, en première ligne. Nous avons le personnel qu'il faut. Nous avons des absentéismes comme partout. Je vais vous donner des statistiques. Ça vous intéressera parce que vous racontez n'importe quoi encore une fois, et je vous le dis. Vous écoutez des ragots, vous écoutez des propos tout à fait infondés. En 2019, la collectivité a enregistré un absentéisme moyen de 9,59. Dans la police, il était de 6,7. En 2020, 8,84. Il était 8,42 dans la police. En 2001, 8,05. Il était de 6,57 dans la police. En 2002, il est de 7,27. Et les personnes qui sont en maladie, qui sont en arrêt de travail, sont des agents qui, étant en première ligne, ont été soit insultés, soit bousculés. Mais ce n'est pas uniquement à Carcassonne, c'est partout. En 2009, il y a eu 10 PM qui ont eu des problèmes. En 2021, il y en a eu 12. Aujourd'hui, il y en a eu 9. Ce sont des gens qui ont été bousculés, insultés, certains frappés. Et vous ne voulez pas que ces hommes et ces femmes, alors qu'elles font un métier de service public, aient des problèmes de toute nature lorsque, dans l'exercice de leur mission, ils sont attaqués comme ils le sont. Vous ne voulez pas qu'ils soient altérés sur le plan psychologique. Vous ne voulez pas que ceux qui sont blessés soient disons, soignés. Soyons sérieux. Le métier de la police est un métier très compliqué, un métier très difficile. Et je dis avec M. Arias, car il a parfaitement raison, ce sont nos fonctionnaires qu'il convient de protéger et de respecter au maximum, car ils le méritent. Ils le méritent à tous les points de vue, et d'ailleurs nous faisons tout ce qu'il faut pour leur alléger la tâche. Vous l'avez dit, M. Arias, nous avons pris la décision de recruter tous les ans 2 agents en police municipale pour arriver en 2026 à environ 48-50, c'est-à-dire un policier pour 1000 habitants. Ça correspond tout à fait à la moyenne nationale. Donc nous allons faire tout ce qu'il faut dans ce domaine. Quant à M. Bellem, il part à Avignon, nous en sommes réjouis, car il part d'une ville de 47 000 habitants à une ville de 80 000 habitants. Madame Laverne, dont on parlait tout à l'heure, part à l'ENAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, les fonctionnaires qui sont chez nous sont des fonctionnaires de qualité et comme tels, ils sont appréciés ailleurs. Car lorsqu'ils se présentent en venant de Carcassonne, on ne leur dit pas de vous faire voir. On leur dit, mais oui, c'est très bien, etc. Et on vous recrute chez nous. Alors ça vous fait rire, monsieur Bigot, mais moi, ça ne me fait pas rire. Vous êtes un homme qui riait. Vous riez toujours de tout. Vous riez tout à l'heure, vous riez pour les repas des élèves. Maintenant, vous riez pour la police. Mais ce n'est pas ça, monsieur. Si vous aspirez à des responsabilités, je vous demande à l'avenir de prendre du recul, de prendre à la hauteur ce que vous ne faites pas. Parce que manifestement, en avez-vous les moyens? Je n'en sais rien, en tout cas je l'espère. Mais il faut prendre du recul pour pouvoir juger correctement les choses. Il ne faut pas toujours gérer à l'impressionnisme et gérer à l'instantané. Il faut regarder les choses comme il faut. Alors, monsieur Montagnier, je vous réponds. Vous lisez des revues extraordinaires. Je n'ai pas lu la revue dont vous faites état. On m'en a parlé. J'ai vu le titre, Peur sur la ville. Ça me rappelle le film de Belmondo avec Minos, le psychopathe qui avait des yeux, qui avait un œil en verre. Mais voyez-vous, aujourd'hui, écoutez, voyez-vous, aujourd'hui, il y a l'Express. Moi, je ne connais personne à l'Express. Personne à l'Express. Qui sort un hors-série, cadre de vie, travail, culture, trouvez la ville qui vous convient. Alors ici, à Chicago, nous sommes parmi le cadre de vie. Carcassonne est classé 3e. Vous l'avez lu, c'est pas moi qui l'invente, hein, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Alors,
ça va vous satisfaire, vous qui êtes l'homme de la sécurité. Pour comparer les 1232 agglomérations de France métropolitaine, l'Express est appuyé sur les données fournies par le Cadran, qui est une société spécialisée, un outil qui mesure l'attractivité d'une intercommunalité du point de vue des habitants, des touristes et des entrepreneurs. Cette mesure attractive est basée sur 3 axes, vie, tourisme et économie, chacun étant subdivisé en termes commerce, sécurité et météo. Donc, commerce, sécurité, c'est nous. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, monsieur Bigot. Il y en a aussi pour vous. Il y en a aussi pour vous, monsieur Bigot. Où vit-on le mieux en France? Écologie. Carcassonne, 10. 10e. Alors, bravo, monsieur Albarel. Votre travail est très positif. Et qu'est-ce que je vois ensuite au milieu? Qu'est-ce que je vois? Carcassonne. Carcassonne, ce n'est pas l'hebdomadaire dont vous parliez. Il n'y a pas de peur sur la ville, puisque tout le monde veut habiter chez nous. Donc, ça, je rejoins ce que disait M. Bigot. Il faut prendre un peu de recul toujours. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Vous savez, les gens ont toujours de mauvaises intentions, car ils ont toujours des problèmes personnels à régler. Et comme l'a dit M. Arias tout à l'heure, les fonctionnaires sont tenus à une obligation de réserve. Et cette obligation de réserve, pour moi, elle est impérative. Moi, vous ne me verrez jamais, je ne suis pas fonctionnaire, mais je suis élu, vous ne me verrez jamais raconter d'histoire. Et les fonctionnaires sont tenus à une obligation de réserve. Alors aujourd'hui, voyez-vous, je suis magnanime. Je suis magnanime parce que je ne veux pas déclencher une enquête administrative pour savoir qui a donné les informations. Parce que ça ne part pas de chez nous. On sait d'où ça part. Mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Je ne menace pas, hein. J'avertis. Ça ne se passera pas comme ça parce qu'un fonctionnaire est tenu à une obligation de réserve. Un jour, il parle et le lendemain, c'est mal interprété. Et on a vu cet article à charge qui a été, publié à charge sur la ville. Alors que d'autres, quand même, qui sont l'Express, je ne dis pas que l'Express a plus de qualité que l'hebdomadaire dont vous parliez, mais reconnaît les qualités de notre ville. Alors, au lieu de critiquer notre ville, que vous soyez dans l'opposition, que vous critiquez notre gestion, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais qu'en agissant comme vous le faites, ou faites faire, vous dénigriez la ville, ça, pour un maire, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable. La ville, on est dans la ville et on l'aime. Même si on a des idées de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des idées écologiques, on l'aime. On fait tout pour la protéger. La ville, on ne s'en sert pas comme un moyen politique. La ville, on la conquiert quand on fait une campagne politique, mais une fois que c'est terminé, on fait autre chose. On ne la dénigre pas. Voilà le message que moi je voulais vous faire passer après le brillant exposé de M. Arias, qui se suffit à lui-même. Donc, il faut avoir beaucoup de circonspection, beaucoup de retenue, beaucoup de modération dans les jugements, ne pas écouter ce qui se dit ici ou là, parce que vous savez, si vous écoutez ici ou là, vous ferez beaucoup de bêtises. Et comme je vous aime bien, je ne veux pas que vous fassiez de bêtises. Voilà. Voilà pour les 2 premières questions. Nous allons à la 3e question. Monsieur Montagnier également sur quoi? Sur les économies d'énergie. Merci. Juste petite parenthèse pour le sujet précédent, je ne fais que poser des questions en tant qu'élu municipal d'opposition, monsieur le maire. Voilà. Et cependant, je ne céderai à aucune menace, quelle qu'elle soit, pour la parenthèse. Et monsieur Placide Arias, je vous invite, quand vous voulez, avec plaisir, à rentrer avec moi en sortant du travail, puisque je travaille 12 rue Victor Hugo, donc en plein centre-ville, et je dois prendre tous les soirs la rue Piétonne pour rentrer chez moi, quartier du Palais. On a parlé de la question, abordé la question. C'est tout. Excusez-moi, monsieur le maire, je reprends. Nous sommes face à un contexte international qui impacte sur notre activité en France, et plus précisément sur notre territoire local. Vous avez répété à maintes reprises, à juste titre, monsieur le maire, à vos administrés, que les mois à venir seront difficiles.
La décision modificative numéro 1, concernant l'augmentation de la subvention d'équilibre de la cuisine centrale, me permet de m'interroger au sujet des multiples bombes à retardement, qui sont autant de factures qui seront réglées par les contribuables carcassonnais. L'une d'elles concerne le pôle aqualudique. En Narbonne, par exemple, les maires de l'agglomération ont décidé de fermer le grand bassin extérieur de l'espace Liberté du 5 décembre au 30 avril 2023 inclus. Cela représente pour cette collectivité une économie de 190 000 €. J'ai d'ailleurs rencontré aujourd'hui entre midi et deux des habitants du quartier La Prade qui ont vraiment besoin de quelques moyens qui sont bien inférieurs afin d'améliorer leur quartier. J'aimerais donc savoir, monsieur le maire, si vous êtes entré en contact avec le prestataire privé du pôle aqualudique afin d'établir un prévisionnel concernant l'augmentation du coût de fonctionnement de cette structure. Cela montrerait votre sens de l'anticipation. Et je rappelle que le PPP conclu pour ce pôle sera une catastrophe à venir pour les Carcassonnais qui paieront les frais d'une éventuelle obstination concernant ce montage que plus aucune commune ne privilégie. Merci. Merci, monsieur Montagnier. Monsieur Larrette, voulez-vous répondre? Parce qu'en juin dernier, j'ai fait le retour du COPIL sur la première année, à savoir que chaque trimestre, nous nous voyons avec le directeur et mon directeur de service des sports, ainsi que certains directeurs des services techniques et de l'administration générale, le voient quasiment tous les mois. Alors en premier lieu, je voulais vous dire et je voulais vous rappeler que la différence entre l'agglomération de Narbonne, qui gère l'espace Liberté, le font en direct avec un budget annexe. Nous avons une délégation de service public avec un privé, qui est l'UCPA. Donc je pense que votre question, peut-être, il aurait fallu la poser au directeur du CPA. Toutefois, en raison des réunions que nous faisons, et suite aux réunions que nous avons faites à la rentrée avec monsieur le maire, qui nous demandait, au-delà de l'éclairage public à éteint et d'autres économies d'énergie que nous faisons sur la ville et notamment sur les associations, nous avons rencontré le directeur du pôle aqualudique et nous lui avons demandé, avec les services, de travailler sur un plan de sobriété, ce plan de sobriété énergétique qui nous a présenté et qui a été bien entendu validé, avec comme actions qui ont été faites la baisse de la température de l'eau et de l'air, car chaque degré à moins, c'est des milliers d'euros d'économie par mois. La mise en place de couvertures thermiques sur le bassin nordique, la réduction des ventilations la nuit et des pompes à eau. Enfin, il y a plusieurs mesures, il y a une batterie de mesures qui permet effectivement de réduire sensiblement la note des fluides. L'autre différence que nous avons avec Narbonne, c'est que sur l'espace Liberté de Narbonne, il n'y a pas autant d'associations que chez nous sur le pôle aqualudique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de clubs, d'associations et de services de secours qui, notamment sur les services de secours, s'entraînent. Alors, qu'est-ce que nous allons leur dire aux plongeurs, des pompiers, aux services du secourisme, s'ils ne peuvent pas s'entraîner sur le pôle aqualudique, vous qui aimez la sécurité, comme je le sais, et toutes ces choses, leur dire que pour des raisons économiques, vous ne pourrez plus vous entraîner, que si demain on a un événement comme on a pu l'avoir sur les années passées, qu'ils n'ont pas d'entraînement. Non, ce n'est pas possible. Et au-delà de ça, fermer ce bassin nordique aujourd'hui n'est pas prévu, puisque, bien entendu, nous avons anticipé, et le directeur du pôle aqualudique a anticipé, et au-delà de ça, c'est une société privée, et bien entendu, vous savez comment travaillent les sociétés privées, ils anticipent tout. Sur Carcassonne, ils n'ont pas décidé, UCPA n'a pas décidé de fermer le pôle aqualudique. Dans d'autres communes, j'ai vu qu'ils avaient fermé certains bassins. Preuve qu'effectivement, peut-être entre notre commune qui gérons bien et d'autres communes, il y a une différence. D'où voilà aujourd'hui. Maintenant, ne vous inquiétez pas, nous restons vigilants. Nous attendons effectivement les mesures gouvernementales, espérant que la motion de M. Belma soit prise en compte pour que justement nous ayons une baisse de ce prix-là. Mais nous faisons tout pour travailler en maintenant une garantie du service public. Voilà. Bien, merci, monsieur Larrette. Ben, j'ajouterai une simple chose. Hein. C'est qu'en Narbonne, ils ferment le bassin extérieur. Mais je n'ai pas vu qu'en Narbonne et dans les autres communes, on arrête l'éclairage de 23h à 6h du matin. Je n'ai pas vu ça. Nous sommes une ville exemplaire, m'a-t-on dit, au niveau de l'État. Et d'ailleurs, beaucoup de collectivités devraient faire comme nous, parce qu'en définitive, les remontées ne sont pas tellement négatives. Alors en Narbonne, ils ne nagent pas à l'extérieur, et nous, on fait des économies en ce qui concerne l'électricité. Alors il y a une phrase qui m'inquiète chez vous, là, parce que toujours pareil, vous affirmez sans démontrer, parce que vous ne connaissez pas la nature du contrat, et je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Vous indiquez, je rappelle que le PPP conclu pour ce pôle sera une catastrophe à venir pour les Carcassonnais qui paieront les frais d'une éventuelle obstination concernant, mon obstination sans doute, concernant ce montage que plus aucune commune ne privilégiée. Or, il se trouve
qu'une métropole a dépêché sur place 2 de ses directeurs généraux adjoints, dont celui qui s'occupe des financements, pour examiner notre système qu'ils ont trouvé remarquable, et ils construisent 2 piscines selon ce système. Et au Salon des maires de Narbonne, la secrétaire d'État à la ruralité, Madame Dominique Faure, m'a indiqué qu'elle allait envoyer ici des responsables pour étudier ce montage, car je leur ai expliqué la scission du montage, c'était là l'idée originale. De temps en temps, il faut avoir une idée dans la vie. Celui qui a inventé le stylo bic, il a eu une idée géniale. Nous, on a eu une idée très simple. On a divisé public-privé. Public, ça nous a permis d'avoir des financements, et privé, ça concerne le privé. Et si l'autre dossier n'était pas bon, le préfet de région ne l'aurait pas financé, le préfet ne l'aurait pas financé, la région ne l'aurait pas financé, le Centre national des sports, géré par quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'était autre que M. Castex, qui est devenu par le Premier ministre, l'a financé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu un débat en amont. On a eu un débat en amont, mais le débat il s'est soldé par une décision qui a été prise et par une construction qui a été réalisée. Bon, mais sur le plan juridique, il n'y a pas de catastrophe, monsieur. Rassurez-vous, tout a été pensé, tout a été bien étudié, et c'est un peu notre métier. Il faut croire que ce que l'on fait n'est pas idiot, dans la mesure où, je vous dis, la grande métropole voisine a envoyé ses spécialistes, et la ministre va envoyer les siens. Donc, c'est une critique qui est infondée. Encore une fois, ayez de la retenue, ne balancez pas des informations comme ça qui ne servent à rien. Sinon, parfois, peut-être affoler certains esprits un peu fragiles, mais la réalité n'est pas là. La réalité n'est pas là. La réalité était que la ville de Carcassonne fait ses économies, elle. Narbonne fait ce qu'elle veut. Béziers fait ce qu'elle veut. Perpignan, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a pris une décision collective. C'est un effort collectif. Un effort collectif que nous devons à la population et qui est parfaitement apprécié. Donc, partant de là, on n'a plus rien à dire. La réponse est déjà toute donnée. Merci beaucoup. Autre et dernière question sur le théâtre municipal. Merci. Monsieur le maire, la culture ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'orthodoxie budgétaire. Je dis cela afin de ne pas entendre les reproches qui seraient tentés de me faire pour un mauvais procès. Mais quand même, le déficit du théâtre municipal m'interroge. Cet outil qui devait être un des phares de la Bastide de Saint-Louis n'est-il pas un vaisseau en train de sombrer? On parle d'1,3 million d'euros de déficit. Les déficits récurrents de cet équipement posent également la question de la pertinence de sa gestion. Les Carcassonnais sont-ils vraiment concernés par ce qui se passe au théâtre Jean Alary? En 2016, les conclusions du Conseil citoyen de la Bastide disaient que non. Monsieur le maire, renflouer les caisses du théâtre n'est pas à terme un choix viable à ce niveau. Allez-vous enfin poser les bases d'une réflexion afin de redonner toute sa place au théâtre Jean Alary? J'en profite aussi pour vous demander officiellement que l'on nous communique enfin un bilan financier digne de ce nom du Festival de Carcassonne. Un bilan détaillé faisant état des dépenses avec les cachets et des recettes. J'ai l'impression que ce festival est une ville dans la ville, avec sa tête un directeur qui me semble s'affranchir souvent de certaines règles légales. Merci. Merci beaucoup. Vous dérapez sur la dernière phrase. Mais je vous en parlerai tout à l'heure dans un instant. C'est une question. Monsieur Bess, voulez-vous répondre? Oui, monsieur le maire, bien volontiers. Alors, je vais vous rassurer, monsieur Montagnier, je ne vais pas vous faire un mauvais procès. Et je pense que la culture ne sera pas sacrifiée sur, je cite, l'autel de l'orthodoxie budgétaire. J'ai cru comprendre, enfin non, nous savons tous que vous avez quelques aspirations ou responsabilités au niveau national. Je vous lis la définition que chacun peut-être connaît. L'orthodoxie consiste à se conformer à des règles préétablies et reconnues comme les meilleures ou les seules valables. L'orthodoxie budgétaire des finances publiques consiste pour un État à ne pas dépenser plus que ses recettes ne le permettent. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur les dépenses de l'État et la possibilité d'être ou pas orthodoxe en matière budgétaire, mais je souhaiterais quand même vous rappeler qu'en matière budgétaire, sous le contrôle de M. Blasquez, il n'est pas possible de faire des déficits pour une commune. Un budget qui ne serait pas équilibré en recettes et dépenses, budget de la commune, serait rejeté et la ville serait sous tutelle, ce qui n'est pas le cas, je vous le signale. Alors, de quoi s'agit-il? Je crois que vous n'avez pas
forcément, enfin, j'espère que vous avez essayé de comprendre la différence entre, jusqu'à maintenant, la culture et le théâtre municipal qui était fondu dans le budget général de la commune, qui depuis des années, on aurait pu remonter jusqu'en 2009, à un fonctionnement tout à fait conforme, mais dont les dépenses et les recettes, surtout pour les dépenses, sont fondues dans le budget général de la commune. Alors, pourquoi nous avons souhaité tous, je pense, je ne sais pas si vous aviez voté au mois d'avril la délibération qui actait le budget annexe. Je crois que non seulement c'est le fruit d'une mûre réflexion des services, mais c'est aussi, et je reprends la définition de l'orthodoxie, une solution, c'est peut-être pas la seule, puisqu'on avait fonctionné en budget général, mais c'est une solution qui permettra non seulement de donner l'information, non seulement aux élus, mais aussi à la population, mais de finalement clarifier l'ambition et la politique culturelle de la ville. Car, ne vous en déplaise, la culture n'est pas une marchandise. Et ce qu'on appelle comptablement le déficit, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, c'est le coût du service public. Et si on commence, et ça serait peut-être utile, à dire les services publics, les services, la sécurité, combien ça coûte pour les Carcassonnais? Le théâtre municipal, c'est simple. J'allais dire, vous avez les chiffres, ils sont tout à fait transparents, et ils le seront d'autant plus dans le budget annexe. Vous aurez toute latitude pour prendre connaissance de ces composantes. Eh bien, si on essaye d'avoir des points de comparaison très simples, eh bien, il suffit de voir le coût du service. Vous avez dit 1 million, la subvention d'équilibre en 2023 sera aux alentours d'1 million d'euros. Si on le divise par le nombre de spectateurs, dont certains, c'était dans la délibération que nous avions proposée tout à l'heure, sont les jeunes publics. N'oublions pas que 4000 enfants de notre commune sont sur des spectacles scolaires, jeunes publics, gratuits. Alors évidemment, ça peut peut-être vous choquer, mais ça a un coût, il n'y a pas de recette. Et donc si on fait globalement 25 000 spectateurs dans l'année avec 1 million de subventions d'équilibre, ça, si vous avez posé des questions, vous n'avez pas fait de proposition. Si votre proposition, c'est de dire il faut équilibrer le budget annexe du théâtre, ça veut dire que chaque place que paient les Carcassonnais qui viennent, mais pas que, eh bien, il faudra rajouter 40 € à chaque place. Je crains que ce ne soit pas envisageable. En tous les cas, ce n'est pas la conception que nous avons d'une culture ouverte pour tous, le plus grand nombre, et je serais tenté de dire, surtout pour ceux qui sont éloignés de la culture, ou ceux que l'on va accompagner pour, justement, par exemple le jeune public, aller avoir l'habitude de découvrir et aller au spectacle vivant. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette première partie de questions. Nous assumons, et je crois que c'était la bonne décision, parce qu'encore une fois, ça permettra d'afficher l'ambition de notre ville, que nous portons depuis de nombreuses années. Et si vous souhaitiez avoir un comparatif, il suffisait de voir les chiffres. Le budget annexe du pôle culturel, chacun le connaît. Le coût du service public du théâtre municipal, aux alentours d'1 million d'euros, c'est à peine moins, à 100 000 € près, que les subventions d'équilibre du festival IN et du festival OFF. Tout ça pour dire que la culture, elle n'a pas de prix, elle a un coût, et c'est à ce coût que nous devons assumer pour permettre donc la culture au plus grand nombre. Enfin, vous posez des questions officiellement, je vous cite, sur le bilan financier digne de ce nom du festival de Carcassonne. Je ne sais pas ce que vous attendez. En tout cas, il y a un document qui s'appelle le budget, annexe du pôle culturel. Il y a un document qui s'appelle le compte administratif du pôle culturel, qui, me semble-t-il, donne les éléments, à part que vous inventiez peut-être autre chose, qui donne toute communication et toute information utile pour que chacun soit informé, conscient,
et puisse relever l'effort de la ville en matière culturelle. Par contre, et je pense peut-être que M. le maire rebondira aussi sur cette dernière question, moi je suis très choqué sur la dernière phrase que vous avez eu le culot de prononcer. Et le festival, je vous rassure, n'est pas une ville dans la ville. C'est un service de la ville avec des fonctionnaires, avec des élus qui sont là pour contrôler, mais avec des fonctionnaires. Et mettre en cause ce service me semble difficilement acceptable, parce que non seulement vous mettez en cause les personnes, mais vous mettez nommément, du moins fonctionnellement, en cause un directeur dont vous dites qu'il s'affranchirait souvent de certaines règles légales. Alors, vous en avez trop dit ou pas assez. Si vous avez des informations, de vraies informations, pas des ragots, mais des informations de ce type-là, non seulement je vous suggère de nous les communiquer, nous en ferions bon usage, mais surtout, je vous suggère de les communiquer au procureur de la République, puisque quelqu'un qui a connaissance de faits délictueux a l'obligation d'en déférer, me semble-t-il, hein, monsieur le maire qui avait été avocat, au procureur de la République. Donc, permettez-moi d'être choqué de cette phrase. Encore une fois, vous en avez trop dit ou pas assez, et je ne souhaite pas que nous en restions là. Si vous avez des choses à dire, dites-les, mais si vous n'avez rien à dire, je pense que ça s'appelle de la diffamation. Bien, merci M. Bess. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Effectivement, c'est assez choquant qu'on attaque des agents qui travaillent dans le service public. Ce sont des fonctionnaires. On ne les attaque pas. On ne les attaque pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Prenez un peu de recul, n'écoutez pas les ragots. On entend tellement de ragots, on entend tellement de choses. Vous savez, c'est moi qui ai créé le budget annexe. Si je l'ai créé, c'est pour avoir de la transparence. Et ce que nous faisons au théâtre, c'est pour avoir de la transparence. Vous avez une ligne dans le budget annexe cachée. Je vais vous apprendre une chose que vous ne savez peut-être pas. Les cachets ont un côté confidentiel. Oh, non pas confidentiel, confidentiel pour le respect de l'artiste lui-même. Car effectivement, si par exemple à la ville de Carcassonne, nous négocions un contrat 80, et si ensuite, si le même artiste est vendu 90 ou 100 à Nîmes ou à Béziers ou à Perpignan, il y a une altération de l'image, de la notoriété. C'est ce qu'on appelle la confidentialité. Ce n'est pas une règle écrite, mais c'est le principe que depuis que le monde existe dans le domaine de la culture, c'est comme ça. Les cachets sont confidentiels. Bon, ceci étant, vous avez quand même la ligne budgétaire du montant des cachets, qui correspond à ce qui est dépensé pour effectivement régler les artistes, régler des musiciens, des orchestres, etc. Donc c'est transparent, c'est hyper transparent. Et je dois dire que quand vous soulignez que c'est une ville dans la ville, permettez-moi de vous dire quand même, je tiens là à défendre ce secteur de notre branche culturelle, qui est l'événementiel également. Le budget en 2013 du pôle culturel était de 1 708 000. Moi, je l'ai baissé à 1 463 000. Immédiatement. Et depuis, ça n'a pas bougé. 1 463 000. Et il y a en plus l'activité du festival et autres. Il y a en plus le chapeau rouge dont nos prédécesseurs assuraient le financement à hauteur de 300 000 €, qui est géré par notre service pôle culturel événementiel, gratuitement. Et il y a ensuite le pôle du centre des congrès, géré également. Alors, honnêtement, c'est un service qui est très très bien géré, et nous ne pouvons que nous féliciter de cette situation. Alors encore une fois, nous sommes quand même des élus de la ville. Nous avons sollicité les suffrages de nos concitoyens. Je pense qu'il est un peu malvenu, et moi je considère que ce n'est pas bien que l'on porte des propos sur des services ou des personnes sans le dire, ce qui porte atteinte à la notoriété de notre ville que nous aimons tant, à sa crédibilité,
Et on peut tout se dire, mais il y a des façons de le dire. On peut tout se dire, on peut tout présenter, on peut tout explorer, on peut tout discuter, mais il y a des façons de le dire. Et honnêtement, aujourd'hui, moi personnellement, j'étais particulièrement déçu par les questions qui ont été posées. Je m'attendais un peu à mieux de la part d'élus au suffrage universel. Ceci étant, c'est ainsi. On ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire les hommes, ni les femmes d'ailleurs. Et je tiens à vous dire que le conseil municipal est terminé et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.